peut On peut y, commencer, on peut y Georges. aller, hein? Oui, Donc, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Georges Fraissinet, je suis président de l'Association française de biotechnologie végétale, donc que beaucoup d'entre vous connaissent, ou même peut-être tout le monde. Juste pour vous dire que cette association a été créée en 2009 avec comme objectif de publier ou d'intervenir dans le débat sur l'utilisation des biotechnologies végétales. Et il est clair qu'avec les discussions actuelles, on s'intéresse beaucoup aux aspects réglementaires et comme vous le savez, il y a eu une proposition qui devrait permettre le développement de quelques plantes euh, obtenues après édition génomique. Donc, si, je suppose que vous avez tous regardé le site puisque vous êtes inscrits au webinaire et que vous avez une idée sur notre activité. Donc, je passerai la parole à Thierry Langin, qui est au conseil scientifique et qui va vous introduire Olivier Leblanc, qui donnera le séminaire sur l'apomixie. Et vas-y Thierry, je te laisse faire. Merci Georges. Bonjour à tous. Je vais présenter brièvement notre invité, Olivier Leblanc. Donc, c'est un chercheur de l'Institut de recherche pour le développement. Et depuis 1997, alors c'est quelqu'un qui a travaillé comme tout chercheur de l'IRD pendant un certain temps à l'étranger, en particulier au Mexique, et qui s'intéresse, je pense, pratiquement depuis le début de sa carrière aux mécanismes de reproduction chez les plantes, et en particulier au sujet qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, qui est l'apomixie. Donc aujourd'hui, c'est Olivier Leblanc et travaille au sein de l'UMR DIAD à l'université, enfin à Montpellier, sur le site de Montpellier. C'est une UMR entre le CIRAD, l'IRD et l'université de Montpellier. Et au sein de cette unité, il est responsable d'une équipe dont l'intitulé est Régulation épigénétique et développement de la graine. Je pense que les sujets de recherche qui intéressent l'équipe qu'anime Olivier sont dans l'intitulé. C'est bien les mécanismes régulateurs de processus fondamentaux chez les plantes et en particulier des processus qui conduisent à la reproduction. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'apomixie. Comme j'ai déjà dit, c'est un sujet qui intéresse Olivier depuis longtemps. Donc, c'est un mécanisme de reproduction un peu particulier qui passe par la production d'embryons maternels. C'est un processus assez largement répandu chez les plantes à fleurs, mais qui est quasiment absent ou totalement absent chez les plantes cultivées. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, Olivier va nous présenter un peu ce que l'on sait aujourd'hui, finalement, des mécanismes moléculaires, physiologiques et cellulaires qui sont derrière ce processus de reproduction un petit peu particulier. Et puis, dans un deuxième temps, un petit peu les possibilités de transfert qu'on peut imaginer, alors des plantes chez lesquelles ce processus est étudié vers les plantes cultivées, ce processus ayant un intérêt en termes de sélection et de multiplication des plantes. Donc, pour ne pas être trop long, je vais passer la parole à Olivier. Et juste avant qu'Yvette me tire les oreilles, rappeler un peu la façon dont on va procéder après pour les questions. Les questions, quand vous en avez, vous les déposez sur l'espace questions et réponses, QR, là, et moi je ferai avec Georges, on se chargera de les soumettre à Olivier. Donc, bon webinaire. Merci Olivier, puis je lui passe la parole. Et bonjour, il faut que je partage mon écran là. Oui. C'est bon, ça fonctionne. Donc, Olivier, vous pouvez y aller. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci au Conseil scientifique pour l'invitation à présenter l'apomixie et les dernières avancées dans le domaine. Donc, j'ai intitulé ce séminaire Apomixie, promesses et réticences d'une curiosité botanique.
On verra ça au cours du séminaire. Le séminaire va être divisé en 4 grandes parties. Présentation rapide des cycles de vie chez les plantes, sexualité et la reproduction apomictique, puis les promesses pour l'amélioration des plantes, brièvement, ce qu'on sait de la génétique et de la biologie de l'apomixie et les stratégies en cours, on va dire, euh, pour retransmettre ce caractère aux plantes cultivées. Donc, en ce qui concerne les cycles de vie des plantes, vous savez tous que les... Ah zut, j'ai pas mon pointeur. Désolé, mon pointeur ne marche pas. Ah. Non, je sais pas pourquoi. On le voit passer, nous. On Vous voit le voyez passer la passer, tête. mais je le perds comme ça. Oui. Ok, donc je disais, le cycle de vie des plantes est un peu particulier comparé aux animaux. Donc, vous savez tous, ça commence par la formation d'une graine qui contient un embryon qui constitue la nouvelle génération qu'on appelle sporophytique. Cet embryon va se développer, va germer, va donner une plante qui va différencier des organes reproducteurs, des fleurs, qui vont contenir des organes mâles et des organes femelles. Ok, au sein de ces organes, on va donc avoir la différenciation de spores avec, grâce au processus de la méiose. Donc, on aura des spores mâles et des spores femelles. Ces spores qui vont se différencier en ce qu'on appelle des gamétophytes qui vont, eux, produire les gamètes. Donc, contrairement aux animaux où on a directement les produits de méiose qui servent de gamètes, chez les plantes, on a une alternance d'un sporophyte qui produit des spores. Et ces spores vont ensuite se développer, vont donner un gamétophyte qui va initier le programme de gamétogénèse pour la production des gamètes mâles et femelles, qui vont être ensuite unis au sein sur la plante mère même, pour former ensuite, pour avoir un processus de fécondation et former à nouveau l'embryon. Chez les plantes, en plus de la formation de l'embryon, on a l'albumène qui lui aussi est issu de la fécondation de 2 gamètes femelles. Donc en fait, on a un processus de double fécondation chez les plantes, qui est bien connu. Donc ce processus-là est le processus qui va être fondamentalement conservé par les plantes apomictiques, mais qui vont s'arranger pour, à partir de ce cycle, à partir de ces 2 événements fondamentaux que sont la méiose et la double fécondation. La méiose qui permet la formation des gamétophytes et la double fécondation qui permet l'union des gamètes et de reformer un nouveau sporophyte, de former des individus qui, au lieu de contenir des embryons avec une contribution maternelle et paternelle issue de la fusion des gamètes mâles et femelles, vont contenir des embryons qui sont des embryons maternels. Donc en fait, l'apomixie, c'est la formation de graines qui renferment des embryons, un ou plusieurs embryons maternels. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on élimine le processus de reproduction sexuée, puisque par exemple, le premier grand type d'apomixie, qui est l'embryonie adventive, ici, on a en parallèle du processus de reproduction sexuée que j'ai brièvement décrit, on a la formation d'embryons, d'embryons adventifs, directement à partir de cellules qui sont des cellules autour qui sont des cellules de l'ovule, comme les cellules du nucelle ou les téguments, ou les téguments de l'ovule. Là, on va avoir formation directe d'embryons. Donc, on aura en général des graines qui contiennent un embryon issu de la reproduction sexuée, accompagné d'embryons multiples qui vont être viables et qui vont pouvoir germer. Les autres processus d'apomixie, qui sont dits des processus d'apomixie gamétophytique, en fait, s'arrangent pour maintenir la formation d'un gamétophyte, c'est-à-dire la structure qui va permettre la production des gamètes, mais d'un gamétophyte qui est non réduit et qui est d'origine maternelle. Donc, on a deux grands mécanismes. Le premier, c'est la diplosporie, où on va modifier le processus de méiose de façon à ce qu'elle n'arrive pas à terme, et donc soit elle n'a pas lieu, soit elle avorte à un certain moment. Et
et on va produire ainsi des spores qui vont être non réduites, mais qui vont rentrer dans le programme de gamétophyte, programme gamétophytique puis de gamétogénèse, donc qui vont produire eh bien, un gamète femelle mais non réduit. L'autre façon de former des spores non réduites, c'est le processus qu'on appelle l'aposporie, dans lequel c'est une cellule du nucelle, c'est-à-dire une cellule à l'intérieur de l'ovule, dans le tissu dans lequel se différencie la cellule reproductrice sexuée, mais là, c'est une autre cellule somatique qui, elle, va induire un programme de gamétogénèse. Donc, une fois de plus, on a une cellule, là, pour le coup, qui est somatique, qui va rentrer dans un programme gamétophytique puis de gamétogénèse. Une fois de plus, on récupère donc un sac embryonnaire, un gamétophyte qui va produire des cellules reproductrices femelles non réduites. La deuxième étape qui est fondamentale dans les processus d'apomixie gamétophytique, c'est l'absence de double fécondation. Alors, puisqu'on veut obtenir un embryon maternel, il faut que cet embryon se développe de façon parthénogénétique ou en éliminant le génome mâle. En général, chez les plantes apomictiques, c'est pas l'élimination du génome mâle qui est utilisée, mais c'est un développement de l'embryon par parthénogénèse, qui va donc permettre à la graine de contenir un embryon qui serait un embryon maternel. La deuxième fécondation dont on parlait tout à l'heure, qui est la fécondation qui conduit au tissu de réserve, qui est l'albumène, peut ou ne pas avoir lieu. Donc, si elle a lieu, on a formation d'une graine avec un albumène qui, lui, est hybride, issu de la fécondation de la cellule centrale par un gamète mâle. Et on parle de pseudogamie. Ou alors, on peut avoir, dans certains cas, des cas d'apomixie complètement autonomes où et l'embryon et l'albumène se développent de façon autonome. Le reste du cycle est le même. Une fois qu'on a obtenu des graines avec des embryons maternels qui sont viables, eh bien, on va pouvoir avoir une graine qui se forme, germination et le cycle continue. Donc, on conserve l'alternance des générations chez les plantes apomictiques de type gamétophytique. Et on a toujours ces deux générations sporophytiques et gamétophytiques qui alternent, mais le gamétophyte est de nature génétique complètement différente puisqu'il n'est pas issu d'une méiose, donc il n'y a pas de recombinaison ni de réduction du nombre de chromosomes. Donc, l'apomixie adventive l'apomixie en général est très répandue. Ça concerne un grand nombre de familles botaniques. L'apomixie adventive est très répandue chez un certain nombre de rutacées, donc d'agrumes par exemple. On la trouve aussi chez les menthes. Vous pouvez le voir ici, où on a souvent formation de plusieurs embryons par apomixie, par embryonie adventice. Les apomixies gamétophytiques de type diplosporique et aposporique sont aussi très répandues. On les trouve essentiellement dans trois grandes familles, les graminées, les astéracées et les rosacées. Donc là, vous avez ici, vous avez une plante de Bokera qui est un apparenté d'Arabidopsis, qui est une apomixie de type diplosporique, du millepertuis, le genre Rubus. Donc en fait, l'apomixie n'existe pas, comme le disait Thierry, chez les plantes cultivées majeures, on va dire chez les céréales par exemple, chez le colza, chez les grandes plantes cultivées ou les majeures. Par contre, elle existe chez un nombre assez important de plantes qui sont utilisées par l'homme, les agrumes, les graminées fourragères tropicales sur lesquelles qui sont utilisées en pâture, par exemple, sont quasiment toutes des apomictiques. Donc, il y a déjà un intérêt, il y a déjà des plantes utilisées par l'homme qui sont apomictiques. Par contre, chez les plantes cultivées majeures, dont en fait la sécurité alimentaire dépend, il n'y a aucune espèce cultivée apomictique. Donc là, c'est ce que je vous disais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve, donc c'est la distribution, des grands types d'apomixie dans les différents ordres chez les plantes, chez les angiospermes. On voit que dans les ordres
basaux comme les Amborella, et les nymphées, il y a pas d'apomixie répertoriée à ce jour. Par contre, après, on en trouve quasiment dans tous les ordres, aussi bien chez les monocotes que les dicotes, avec des mélanges, il y a des ordres ou des familles chez qui on retrouve tous les types d'apomixie ou juste certains types d'apomixie. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est qu'on a probablement une origine évolutive, une convergence évolutive, puisque apparemment l'apomixie est apparue de nombreuses fois de façon indépendante au cours de l'évolution des angiospermes. Ce qui explique peut-être aussi la très grande diversité des mécanismes mis en œuvre pour faire de l'apomixie. Parce que quand on parle d'apomixie diplosporique ou aposporique, derrière, en fait, ça recouvre un nombre de modalités assez variées. Je crois que c'est Charles Crane, qui était un grand cytoembryologiste des plantes, il avait dénombré 43 types d'apomixie différents, en étant un peu tatillon. Donc, on a une très grande diversité. L'autre aspect, c'est que les plantes apomictiques ont en général des dynamiques évolutives assez importantes. Elles ont, par exemple, là, dans le cas du genre Paspalum, qui est un genre de graminées subtropicales qu'on trouve en Amérique latine. Donc, il y a une aire de distribution, comme vous pouvez le voir là, qui va de l'Amérique du Nord, du nord du Mexique au milieu de l'Argentine. Donc là, on se trouve dans la région de la Pampa. Donc, on a un nombre de genres ou de tribus très importants, un nombre d'espèces très important, puisqu'on a plus de 1000 espèces. Et une caractéristique importante des plantes apomictiques, c'est qu'elles sont quasiment toutes, enfin de très nombreuses plantes sont organisées en complexes agamiques, ce qui veut dire qu'on mixe des plantes qui ont des compartiments, qui ont des ploïdies différentes avec une compartimentalisation des modes de reproduction. Donc les plantes diploïdes étant généralement à reproduction sexuée, alors que les plantes polyploïdes sont à reproduction asexuée, tonale ou apomictique. Alors c'est pas forcément diploïde versus polyploïde, ça peut être je sais pas, tétraploïde sexué et après tout le reste, tous les niveaux de ploïdie supérieurs apomictiques. En tout cas, en général, il y a cette compartimentalisation des modes de reproduction. Il y a bien quelques exceptions, quelques espèces où on trouve de l'apomixie au niveau diploïde, mais globalement, on a une dynamique au sein des complexes agamiques importante avec une diversité génétique importante. Aussi qui est probablement liée au fait que quand on trouve des plantes apomictiques, enfin des plantes en sympatrie diploïdes et polyploïdes, il y a quand même, malgré le phénomène d'apomixie, qui peut être plus ou moins facultatif, on a des échanges géniques entre les différents compartiments qui conduisent à la fixation par apomixie d'un grand nombre de génotypes divers, ce qui peut expliquer la très grande diversité qu'on trouve dans ces espèces, dans ces complexes. Donc, comme indiqué par le titre, ça a longtemps été une curiosité botanique qui n'a pas forcément toujours eu très bonne presse, puisque d'après Darlington, un grand évolutionniste, c'était un cul-de-sac pour l'évolution. Donc ça, il a écrit en 1939. Et au fait, jusque dans les années 80-90, l'apomixie était plutôt considérée plutôt réservée au domaine de la botanique, avec des descriptions de l'apomixie par de grands botanistes. Et au cours des années 80-90, on a eu une sorte de virage, un intérêt de l'apomixie comme outil pour l'agriculture. Bon, là, je vous présente juste un papier qui est sorti dans Science en 2010 qui expliquait que
pour faire l'idéotype génial, ça serait 6 points, dont un qui est no more sex, donc l'introduction de l'apomixie chez les plantes cultivées. L'une des raisons principales de cet intérêt, c'est que à partir du moment où toute combinaison allélique peut être transmise de génération en génération, eh ben, si on pouvait tenir des plantes, des hybrides F1 qui apomictiques, on pourrait immédiatement fixer la vigueur hybride, ce qui représente un intérêt certain à la fois pour surtout dans la multiplication des semences hybrides, qui éviterait tout le processus de production de semences chez les hybrides F1. Après, il y a d'autres intérêts qui peuvent être cités. On peut plus ou moins y croire, mais en tout cas, on pourrait envisager une meilleure valorisation de la biodiversité, accroître les croisements distants, par exemple, puisqu'on pourrait imaginer introduire plus facilement à partir d'espèces apparentées, ou en tout cas créer des cultivars à partir de croisements entre cultivés et espèces apparentées, et fixer directement ces cultivars s'ils présentent un intérêt, quelle que soit leur structure génétique par apomixie. Aussi une accélération des programmes de sélection variétale, une distribution par graines en ce qui concerne les espèces qui sont propagées végétativement. Un cargo de pommes de terre, ça coûte beaucoup plus cher à déplacer qu'un sachet de graines. Donc ces espèces qui sont propagées végétativement parce qu'elles sont un peu compliquées en termes de génétique, ça pourrait être intéressant pour limiter les coûts de transport et aussi pour éviter les problèmes de maladies, de transmission des maladies. Et finalement, si on parle d'apomixie complètement autonome, on pourrait imaginer aussi que c'est un intérêt pour le confinement des transgènes, puisque comme on le verra, aujourd'hui, on envisage difficilement une plante apomictique autrement que cultivée, autrement que transgénique. Et donc, si elle pouvait être apomictique autonome, on n'aurait plus besoin de la fonction mâle, et donc on pourrait certainement éviter la dissémination de transgènes dans le milieu. Donc, dans les années 80-90, c'était il y a eu donc cet intérêt. La première idée a été de transférer par croisement distant, donc l'apomixie qui existe et les apparentés sauvages de nombreuses espèces cultivées d'importance, comme le blé, le mil ou le maïs. Ça semblait l'approche la plus directe, qui avait déjà qui est couramment utilisée pour tout un tas d'autres caractères. Il y avait quelques données de contrôle génétique simples. Alors simple, on verra ce que ça veut dire, mais en tout cas de dominance de l'apomixie et d'un nombre réduit de locus. Et il y avait quand même aussi ce problème d'association avec la polyploïdie, dont on ne savait pas trop l'origine, ni les conséquences, si c'était une conséquence du fait que la plante est apomictique ou si c'est un caractère important pour que la plante soit apomictique. Donc en fait, il y a eu 3 grandes tentatives qui ont été faites. Enfin, ça a concerné 3 espèces. John Carman à Utah State University aux États-Unis, qui travaillait sur le blé, a tenté de faire des croisements avec Limus recticetus, qui est un apparenté sauvage du blé. Wenana et puis ensuite Peggy Osiasakins qui a repris le projet pour le transfert de l'apomixie chez le mil à partir des Penicetum squamulatum et le transfert à partir du maïs, à partir pardon du Tripsacum chez le maïs, où il y a eu plusieurs tentatives, dont Brian Kindiger aux États-Unis et plus ou moins en collaboration avec Sokolov, qui travaillait à Novosibirsk en URSS. Et puis, la tentative à laquelle j'ai participé, initiée par Yves Savidan, de l'IRD avec le programme Apomixie au CIMIC, qui a débuté dans les années 90, milieu des années 90. En fait, aucune de ces tentatives n'a réussi. Les tentatives avec le blé, ils ont très vite été bloquées.
Chez le mil, c'est pareil. On a réussi à faire des avancées avec des générations de back-cross, mais on se trouve qu'ils sont bloqués à un moment parce qu'il y a une forte stérilité des plantes. Et Tripsacum dactyloides, le meilleur enfin, l'avancée la plus notable qu'on ait faite, c'était des plantes, comme vous pouvez le voir ici. Donc, en rouge, c'est les chromosomes de maïs, et en jaune, ici, des introgressions de Tripsacum. On avait des plantes à 22 chromosomes, un peu particulières, qui portaient le chromosome qu'on appelait de l'apomixie, puisqu'on a identifié des marqueurs liés à l'apomixie chez Tripsacum qui ne sont issus que d'une seule région chromosomique. Donc, la plante avait, celle-là en l'occurrence, elle avait 21 chromosomes de maïs, un chromosome de Tripsacum et un chromosome maïs Tripsacum hybride. Elle portait les marqueurs de l'apomixie, à l'époque c'était des marqueurs AFLP, et elle se reproduit de façon complètement sexuée. Ce n'est pas la seule qu'on ait eue de ce type-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on perd complètement l'apomixie quand on fait des croisements distants entre maïs et Tripsacum. Donc, le programme, on en parlait avec Georges juste avant, mais le programme à l'IRD, de l'IRD au CIMIT, s'est arrêté dans les années 2000-2005 en raison de ce blocage. Donc, il faut bien essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire et cellulaire chez les plantes apomictiques. C'est une des raisons pour laquelle on a arrêté et on s'est tourné vers des études plus fondamentales sur qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mécanisme derrière l'apomixie. L'un des premiers qui a mis le doigt sur la bonne approche, je pense, c'était Peacock, donc, qui était au CSIRO, qui dans une publication qui n'existe plus, qui s'appelait Apomixis Newsletter, en 1992, a émis l'hypothèse que l'apomixie résultait de l'induction ectopique d'un programme pas de gamétogénèse, en fait, mais d'un programme gamétophytique, ce qui, de fait, en fait un caractère hétérochronique, c'est-à-dire qu'on est capable d'induire ce programme de formation de gamètes, de gamétophytes, on est capable de l'induire à un moment et à un lieu qui n'est pas celui de la reproduction sexuée, ce qui suggère aussi que l'apomixie est in fine contrôlée par des facteurs qui sont impliqués dans la reproduction sexuée et qu'il n'existe pas de gène d'apomixie en soi. Donc, juste pour illustrer cette hétérochronicité, il y a un travail qu'on a réalisé quand on était au CIMIT chez Tripsacum, la formation de spores non réduites chez Tripsacum. Donc, en haut, vous avez ici, vous avez une schématisation de la reproduction sexuée avec la différenciation ici d'une cellule qui va rentrer en méiose. La méiose. Chez la méiose femelle, il y a une cellule, une spore qui est mégaspore qui est sélectionnée et qui va rentrer dans le programme de gamétogénèse. Donc, si vous regardez en haut, ici, vous avez donc chez les Tripsacum sexués, vous avez ici en clearing, vous avez une cellule mère de la mégaspore donc, qui va rentrer dans le programme de méiose, avec ici, en cytologie, une identification des différentes étapes de la méiose, conduit à une tétrade, puis à la sélection d'une seule cellule qui va se diviser et former un gamétophyte femelle ensuite. Donc, ce qui se passe chez les plantes apomictiques, c'est qu'on a bien une entrée dans le cycle méiotique, c'est-à-dire qu'on a bien une cellule qui est identifiée au sein d'une nucelle pour commencer le processus de la méiose. Mais au fait, on a un arrêt précoce de cette méiose, assez précoce puisque c'est avant le stade pachysène, et directement une reversion vers un cycle mitotique qui n'est qui n'empêche absolument pas la différenciation de la cellule en un gamétophyte. Donc cette reversion vers le cycle mitotique ne bloque pas le programme de
de développement gamétophytique qui est mis en place normalement dans la mégaspore survivante de la méiose. Alors, cette hétérochronicité ici, on a vraiment l'induction du programme gamétophytique dans une cellule qui avorte la méiose. On peut le voir aussi à travers l'expression de l'histone H3 qui présente un pattern bien particulier au cours de la reproduction sexuée, enfin au cours de la méiose et au cours de la mitose. En fait, les patterns que vous voyez là, donc là vous avez une cellule, l'ADN est marqué en rouge et on a un anticorps pour cette histone phosphorylée H3 qui est marqué en vert jaune. On s'aperçoit qu'on a une localisation au cours de la prophase dans la région nord de cette histone, chez les plantes qui vont rentrer en méiose, donc. Alors que chez les plantes apomictiques, à des stades similaires, on a un pattern de déposition de cette histone H3 qui correspond en fait à ce qu'on observe en fossile, donc à ce qu'on observe au cours d'une division mitotique. De la même façon, on peut obtenir donc ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire chez les espèces aposporiques, on peut obtenir par induction du programme gamétophytique puis de gamétogénèse dans une cellule qui n'est pas une cellule qui survit à la méiose, donc une cellule qui est réduite, mais dans une cellule somatique qui se trouve compagnon des cellules qui rentrent en méiose. Donc c'est ce qu'on peut voir là chez Paspalum rufum, donc une autre graminée, où on a à côté de la MMC qui se différencie ici, au sein du nucelle, ici, on trouve des cellules qui commencent à se différencier et à grossir et à avoir un noyau un peu plus marqué que les autres cellules du nucelle. Le même processus peut avoir lieu à des moments un peu plus tardifs du développement, c'est-à-dire par exemple là, on a déjà un sac réduit binucléé. Donc là, on est déjà avec un développement gamétophytique où on peut avoir des cellules qui vont se développer dans le nucelle et qui vont donner des sacs embryonnaires fonctionnels. Comme on peut le voir ici, là, vous avez chez une autre espèce de paspalum, là, vous avez un sac embryonnaire, un gamétophyte mature chez les plantes sexuées. Et ici, vous avez plusieurs sacs. Alors, c'est un peu compliqué à observer en clearing, c'est plus simple avec on a la profondeur de champ du microscope, mais on a plusieurs sacs qui se développent au sein du même ovule. L'hétérochronicité, au fait, elle s'applique aussi en ce qui concerne le développement de l'embryon. Donc ici, c'est présenté un peu plus chez Trypsacum, mais c'est pareil chez d'autres espèces. Où en fait, en haut, vous avez encore une fois la reproduction sexuée avec ici donc un gamétophyte mature chez Trypsacum, où là, on voit très bien la cellule œuf, donc le gamète femelle. Et là, ce que vous voyez là, c'est la décharge du tube pollinique. Une décharge du tube pollinique qui va permettre de libérer les deux cellules reproductrices mâles et la double fécondation chez les plantes sexuées. Par contre, chez les plantes apomictiques, ce programme d'embryogénèse, il se met en place avant la fécondation, avant la maturité de l'ovule et du sac embryonnaire, avec un développement d'un pro-embryon qui va rester quiescent pendant un certain temps, comme on peut le voir ici. Donc ici, vous avez le gamétophyte et qui contient son pro-embryon. En général, chez Trypsacum, on observe jusqu'à 5 divisions maximum, donc entre 30 et 60 cellules. Là, vous avez encore une décharge pollinique, une tube pollinique qui est avec un pro-embryon, donc il peut y avoir de fécondation possible. Et après, on va avoir une resynchronisation des développements en fait, de l'embryon et de l'albumène pour former une graine viable. Donc ici, après, on va avoir fécondation
de la cellule centrale pour donner l'albumène qu'on peut voir ici, qui va ensuite qui va permettre de former une graine avec un embryon viable. Donc, ces deux composantes essentielles de l'aponixie, qui sont la formation de gamétophytes non réduits et le développement de l'embryon, sont en fait probablement, chez la plupart des espèces apomictiques du type gamétophytique, liées à des dérèglements d'induction de sous-programmes de la reproduction sexuelle. De la même façon, on aurait pu montrer ce qui se passe pour l'embryonie adventive, où on a, là, c'est le programme, c'est un programme d'embryogénèse qui va se mettre en place directement dans une cellule somatique de l'ovule et conduire à la formation d'un embryon. Donc, ah oui, juste en ce qui concerne l'embryon, on avait montré aussi, ce que Marcellina avait montré pendant sa thèse, c'est que on a en relation avec ce développement du pro-embryon, on a une activation, une activité transcriptionnelle au sein des gamètes qui n'existe pas chez les gamètes sexués. Donc, en fait, chez un gamète sexué, ici, vous avez une visualisation, on va dire, de l'ARNA polymérase 2 grâce à un anticorps. Donc, ici, on visualise l'ARNA polymérase 2 et ici, on visualise l'ARNA, enfin, plutôt la sérine 2 du CTD de l'ARNA polymérase 2, donc du C terminal domaine. Et au fait, quand on a une polymérase 2 qui est phosphorylée en SER2, ça veut dire qu'elle est engagée, activement engagée dans la transcription. Donc ici, cette image-là montre qu'avant la fécondation, ici, on a le premier, le gamète femelle qui va donner l'embryon, après fusion avec le mâle. Ici, on a les deux noyaux polaires qui vont participer à la formation de l'albumène. Ces deux noyaux sont positifs pour l'anticorps de l'ARNA polymérase, mais par contre, quand on regarde avec l'anticorps qui montre qu'elle est activement engagée dans la transcription, il n'y a plus d'activité transcriptionnelle au niveau de cette cellule. Là, on a à peu près la même image, où là, c'est après fécondation. 3 jours après fécondation, on n'a toujours pas d'activité transcriptionnelle marquée, en tout cas détectable, avec l'anticorps de la sérine 2 dans les embryons, alors qu'à 5 DAP, on retrouve une activité transcriptionnelle de ces embryons. Bon, bah, si on regarde chez les plantes apomictiques, ici, on a une activité transcriptionnelle. Donc là, c'est en jaune, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est une visualisation de l'ADN qu'on voit. Et quand on regarde l'anticorps pour la sérine 2 de la polymérase, on s'aperçoit que chez les pro-embryons de plantes apomictiques, ils sont actifs au cours du développement. Ok, donc on a bien, on a probablement une hétérochronicité, qui explique comment on peut passer d'un mode de reproduction sexuée à une reproduction apomictique. Par contre, ça ne nous dit pas grand-chose du contrôle génétique et des facteurs qui sont mis en jeu pour réaliser cette hétérochronicité. Donc le premier qui s'est heurté, qui s'est intéressé sans le savoir au contrôle génétique chez les plantes apomictiques, c'était Mendel, qui, en voulant valider ses travaux sur le petit pois, a utilisé comme espèce une espèce apomictique qui est Hieracium. Et donc effectivement, il a eu du mal à reproduire les résultats qu'il avait pu observer chez le petit pois en termes de ségrégation au cours des différentes générations F1 et F2. Donc, par contre, il y a eu de nombreux travaux qui ont concerné le contrôle génétique de l'apomixie depuis très longtemps. De façon maintenant assez bien reconnue, il y a donc 3 composantes qui sont donc la non-réduction des gamétophytes femelles,
la parthénogénèse de l'embryon et on peut, certains le mettent, je ne sais pas si c'est systématiquement le cas, mais en tout cas, un facteur, une composante qui concerne la formation de l'albumène, car vous savez peut-être, mais l'albumène, le développement de l'albumène dépend du ratio entre les contributions parentales, entre le mâle et la femelle, un ratio de 2:1, un ratio génomique de 2:1, donc 2 génomes maternels pour un génome paternel. On pressent bien que les formes apomictiques jouant aussi bien avec la ploïdie des gamètes qu'avec le nombre de chromosomes des plantes elles-mêmes, on risque de se retrouver dans des situations qui peuvent être conflictuelles pour la formation de l'endosperme, de l'albumène, et donc certains auteurs, la plupart des auteurs, incorporent comme composante de l'apomixie, la formation de l'apomixie naturelle au moins, la formation de l'albumène. La plupart des études qui ont été faites concernant l'apomixie gamétophytique indiquent un nombre réduit de loci. Donc, on a chez certaines espèces comme le Trypsacum, le Paspalum, Pennisetum, probablement, on a probablement un locus dominant responsable de l'apomixie. Donc, locus dominant, comme on va voir, ça ne veut pas dire nécessairement un gène, mais en tout cas, c'est un locus qui peut être compliqué, mais qui serait impliqué, alors que chez d'autres espèces, comme le Taraxacum dont on va parler bientôt, ou les Hieracium, on aurait plutôt un nombre réduit de locus, entre 2 et 3 locus. Enfin, un locus pour chacune des composantes, en fait, en gros. Ce n'est pas du tout le cas de l'apomixie ou de l'embryonie adventive, où peut-être ça a été montré depuis assez longtemps que c'est un caractère polygénique. Comme j'ai déjà dit, en ce qui concerne les allèles apomictiques, ils sont dominants sur les allèles sexués. On a de l'hémizygotie, on a par exemple chez Pennisetum, et chez Trypsacum probablement c'est clairement hémizygote, donc la région où l'allèle qui est responsable de l'apomixie n'existe pas chez les plantes sexuées. On a une forte hétérozygotie, et en général, ils sont létaux s'ils sont transmis par un gamète haploïde. Dans certains cas, en général, quand il y a un seul loci, on a une forte restriction à l'arc combinaison qui est mise en place. Le locus apomictique est soumis à une forte restriction à l'arc combinaison aussi. Et finalement, jusqu'à récemment, on avait quelques données qui suggéraient que les locus apomictiques sont soumis à un certain nombre de réarrangements génomiques importants. Ils sont riches en séquences répétées, en éléments transposables. Mais ces travaux-là, de fait, nous donnent des indications sur la génétique, sur un certain nombre d'éléments de la biologie des plantes apomictiques, mais en aucun cas ne nous précise quelles sont les fonctions qui pourraient être qui sont utilisées par les plantes pour assurer cette transition sexuo-apomictique. Donc, depuis les années, on va dire, 2000, même un petit peu avant, il y a un certain nombre de cribles génétiques qui ont été effectués chez les plantes apomictiques, notamment chez les Hieracium, qui sont des astéracées, chez les Taraxacum. Il y a un très grand nombre de cribles génétiques qui ont été faits principalement à Arabidopsis maïs, mais chez les plantes modèles sexuées. Soit des cribles visant directement à identifier des génotypes apomictiques ou réalisant une des composantes de l'apomixie, ou soit des cribles génétiques pour comprendre la reproduction sexuée dont les mutants suggèrent, ou montrent des ressemblances avec ce qu'on peut observer chez les plantes apomictiques. Il y a aussi eu un grand nombre de travaux concernant avec le développement
la transcriptomique, du RNA sec pour faire de la comparaison de plantes sexuées apomictiques. Et une fois qu'on a identifié, donc chez les espèces apomictiques elles-mêmes, et une fois qu'on a identifié des gènes d'intérêt, engager des caractérisations fonctionnelles par génétique inverse, par exemple chez les plantes modèles, pour tenter d'identifier quels pouvaient être, parmi les gènes différentiellement exprimés, ceux qui réellement pouvaient participer à la transition. Et finalement, récemment, les avancées de la génomique ont permis de relancer ou alors de développer des programmes d'approche génétique, d'approche génomique pour comprendre la structure des génomes apomictiques et notamment le ou la région, la ou les régions, pardon, impliquées dans l'apomixie. Donc, au fait, il y a un très grand nombre de travaux qui ont été faits. Je vais vous présenter les avancées majeures qui sont aujourd'hui exploitées pour, pour générer de l'apomixie chez les plantes cultivées. Et donc, la première avancée majeure vient de Pennisetum squamulatum, des travaux de Peggy à Tifton aux États-Unis. Donc, juste pour rappel, le Pennisetum squamulatum, c'est un apparenté sauvage du Nil qui a une apomixie aposporique. Ils ont identifié une région hémizygote qui s'appelle ASGR, Apospory Specific Genomic Region. Et ils ont aussi ils avaient un ensemble de lignées, de lignées de backcross entre squamulatum et le Nil. Et en combinant un certain nombre d'approches, on va dire à l'ancienne et un peu plus modernes, ils ont pu identifier, grâce à des bacs liés, donc ils avaient pu identifier, ils ont pu faire des banques de bacs au sein desquels ils ont pu identifier des bacs qui étaient liés à cette fameuse aposporie ASGR. Et au sein de ils ont trouvé comme candidat un gène qu'ils ont appelé baby boom-like, comme un candidat pour la parthénogénèse. Et donc, ce gène baby boom-like qu'on trouve donc dans la région Apospory Specific Genomic Region, chez Paspalum squamulatum, quand on transforme un mille sexué avec la région, alors je crois qu'ils ont pris 2 KB en amont du gène et le gène, et ben on arrive à induire un développement, comme on peut le voir sur la photo à côté. Donc, c'était publié dans PNAS en 2015. Là, on a un développement sexué avec un gamétophyte femelle et ici, un gamète femelle. Alors que dans les plantes transgéniques qui portent la construction avec le promoteur et le gène, on a développement d'un pro-embryon avant fécondation. Donc ça, c'était une avancée majeure. On avait enfin un mécanisme qui permettait d'expliquer comment les pro-embryons se forment chez les plantes apomictiques. Bon, par contre, on n'a pas d'idée sur quels pourraient être les mécanismes liés à la non-réduction chez Pennisetum. Alors, ce qui est intéressant avec Baby Boom, c'est que depuis, Baby Boom, il fait partie d'une famille de gènes qui avait déjà été identifiée chez le colza dès les années 2000, un facteur de transcription qui était capable d'induire chez Arabidopsis la formation d'embryons somatiques, mais en aucun cas capable d'induire la formation d'un embryon dans un gamétophyte. Donc, on avait un nouveau rôle fonctionnel, mais chez les monocotylédones, qui a par la suite été démontré chez le riz. J'ai pas mis de ref, mais c'est les travaux notamment de Sundar aux États-Unis. Chez le riz, il y a plusieurs gènes baby boom, mais quand on prend baby boom 1,
on s'aperçoit qu'il est exprimé dans les gamètes mâles et qu'il est responsable de l'activation du développement du zygote. Donc, quand on fait une activation ectopique dans un gamète femelle spécifiquement, qu'on exprime donc spécifiquement dans le gamète femelle BD-BOOM1, on induit de la parthénogénèse. Alors là, c'est les références. Donc là, on a la synthèse des travaux sur BD-BOOM Chellery, on va dire, aujourd'hui, où normalement il est exprimé dans la cellule mâle reproductrice et pas exprimé dans le gamète. Après fécondation, on a donc BD-BOOM, c'est un gène qui est capable de s'auto-activer. Donc on a à la fois une activation de la copie maternelle, mise en place d'un programme qui va permettre de en fait lancer la réplication du zygote et la première division pour produire un embryon à 2 cellules. La deuxième grande avancée concerne aussi la parthénogénèse. Donc là, c'est des travaux plus récents chez Taraxacum officinalis, donc les travaux de Van Dyck en Hollande, où au fait, chez Taraxacum, on a une apomixie qui est diplosporique, cette fois avec 2 gènes dominants. C'est un programme qui a été initié il y a assez longtemps. Ils ont, par deletion mapping, ils ont pu identifier 2 allèles qu'ils appellent DIP pour diplosporie et PAR pour parthénogénésis. En ce qui concerne l'allèle pour la diplosporie, donc on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que ça code pour une protéine impliquée dans le, dans le transport des lipides, dont la caractérisation est en cours, je suppose. Et donc le gène PAR pour la parthénogénèse, qui est une protéine qui contient un zinc finger et un IR domaine, un répresseur, donc, dont les travaux et dont les résultats ont été publiés récemment en 2002. Donc, comme je disais brièvement, ils ont pu produire, ils ont pu combiner les résultats qu'ils avaient de deletion mapping avec les avancées modernes de la génétique, les marqueurs RFLP moléculaires qui étaient liés au caractère. En combinant ces différentes approches, ils sont arrivés à l'identification du locus PAR chez Taraxacum. Donc, au fait, il y a 3 allèles. Il y a 2 allèles qu'on va appeler sexués et un allèle qui est donc apomictique. Et donc, ces 2 régions, bon, alors, brièvement, la caractérisation du gène a été un peu compliquée. Ils ont d'abord identifié une région de 300, enfin, qui fait 300 kb chez les apomictiques et qui est plus courte, autour de plus de 300 kb chez les apos et un peu plus de 200 kb chez les sexués. On s'aperçoit que la région liée à l'apomixie est beaucoup plus remaniée, contient un certain nombre de réarrangements, comme on peut le voir là, où les couleurs correspondent aux régions hormonales. Et ils ont finalement pu réduire leur nombre de candidats à une dizaine de candidats, si je me rappelle bien. Ils ont dû ensuite caractériser, grâce à du CRISPR, pour étudier les pertes de fonction de ces gènes-là. Et ils ont pu ainsi identifier le gène PAR, donc, en mettant ce zinc finger avec ce IR domaine, qu'ils ont ensuite validé chez la laitue, en faisant une expression ectopique sous un promoteur exprimé dans le gamète femelle. Eh ben, on s'aperçoit que quand on exprime ce gène-là, on récupère la formation de pro-embryons, alors que bon, dans les plantes sexuées, on a juste une cellule. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que ça marche bien, mais ça marche, je crois que c'est autour de 15%, si je me rappelle bien, ce que j'ai marqué. Ouais. La formation enfin, ou plutôt les gamétophytes qui contiennent des pro-embryons, tout en sachant que dans l'expérience qu'ils ont faite, on s'attendait qu'à 50%, puisqu'ils ont fait
ils avaient que une, enfin, il y avait, la construction était en condition hétérodigote. Toujours est-il que quand même, on a pu identifier chez donc les taraxacomes, c'est pas une monocote, hein, c'est une dicotylédone. On a pu identifier chez dicotylédone un mécanisme, un gène et un mécanisme qui pourrait qui explique la parthénogénèse chez les diplosporiques. Donc là, deux taraxacomes. Donc là, c'est le modèle qu'ils ont développé. Donc ce gène part, eh ben, quand il n'est pas exprimé, il y a une répression de l'embryogénèse. C'est ce qui se passe dans la cellule œuf dans le gamète femelle. Par contre, le gène est apporté par le gamète mâle, donc ça permet de lever cette répression. Mais quand on est chez les plantes apomictiques, l'expression ectopique, ah oui, j'ai oublié de vous dire une conclusion importante, excusez-moi, l'expression ectopique de l'allèle permet de bloquer cette répression et donc il y a induction de l'embryogénèse. Oui, le point important que j'ai oublié de mentionner, c'est que la différence majeure entre le gène, entre les sexués et les apomictiques, c'est pas vraiment dans le gène, mais c'est dans la région promotrice. On a une insertion d'un mythe dans la région promotrice d'environ 1200 paires de bases, qui donc serait responsable de cette expression ectopique en fait, de la laine. De façon intéressante, chez des plantes qui sont chez Hieracium par exemple, on a aussi apparemment une insertion une insertion en amont de ce même gène, mais pas exactement la même. Donc en fait, l'événement qui permet de faire de la parthénogénèse chez différentes plantes apomictiques, même proches de Taraxacum, seraient des événements indépendants au niveau évolutif. On n'a pas les mêmes sites d'insertion ni les mêmes éléments, si je me rappelle bien. Donc, donc ces deux résultats constituent des avancées majeures à la fois dans la compréhension de l'apomixie, les modes de reproduction, comment on peut passer d'une reproduction sexuelle apomictique, mais aussi confère des outils relativement puissants, même très puissants, pour induire la parthénogénèse chez les plantes sexuées, qu'elles soient aussi bien dicotes que monocotes. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a appris concernant la formation de sacs embryonnaires réduits? On a un ensemble de travaux, mais qui, à mon avis, enfin, sont pas assez suffisants pour pouvoir être utilisés au jour d'aujourd'hui hein, dans le développement de variétés cultivées apomictiques. Par exemple, on a des mutants de RDDM chez les graminées tropicales, fourragères ou non, qui ont été validés par mutagénèse d'insertion chez le maïs, comme des mutants des argonautes, qui sont capables de former des gamétophytes femelles non réduits, mais dans des proportions qui ne sont pas suffisantes, et aussi avec des effets secondaires forts, si bien sur les phénotypes des plantes que sur le développement du gras, avec des phénomènes de stérilité importants. On a le gène DIP, mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de sa caractérisation. Il y a chez Bokera, qui est un autre diplosporique, il y a le groupe de Tim Charbel qui a identifié le locus, le Apollo, qui est une exonucléase qui serait impliquée dans la formation de gamétophytes non réduits chez Bokera. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations plus d'informations que ça sur qu'est-ce qui se passe quand on fait des mutations. On a des données de RNA sec combinées avec de la génomique chez Agrostis Curvula qui ont permis l'identification de plusieurs candidats dont on sait peu de choses et qui sont toujours en cours de caractérisation. Et puis pour les plantes aposporiques, c'est un résultat
qu'on a acquis récemment au laboratoire avec une collaboration avec des partenaires argentins. On a identifié un gène chez Paspalum notatum par expression différentielle au départ. On a caractérisé chez Arabidopsis. Donc, ce gène, c'est TGS1, donc c'est triméthylguanosine synthase, qui est impliqué dans la méthylation de la cape de certains ARN, notamment ceux qui sont impliqués dans les phénomènes de splicing. Et donc, la perte de fonction chez Arabidopsis de TGS1, comme on peut le voir ici, génère des gamètes fonctionnels non réduits, mais à faible fréquence, puisqu'on est autour de entre 5 et maximum 8% suivant les observations. Donc, comme on peut le voir là, on a introduit chez des plantes sauvages et mutantes d'Arabidopsis, on a introduit la construction donc CNH3-GFP exprimée sous le promoteur PVOX2, qui s'exprime spécifiquement dans la spore survivante et au cours du développement gamétophytique. Donc là, on voit bien, on a un sac binucléé qui contient 5 dots, puisque comme c'est la protéine CNH3 qui est exprimée, elle va marquer les centromères. Ici, on a 5 dots, donc on a bien 2 noyaux non réduits dans un gamétophyte, ce qui est attendu chez une plante sauvage. Par contre, chez les plantes apomictiques, là, on voit qu'on a un gamétophyte, donc 2 noyaux binucléés avec, bon là, c'est sur un seul plan, mais autrement, on peut compter jusqu'à 10 points dans chacun de ces noyaux-là, donc non réduits. Une formation d'un sac binucléé non réduit. Et là, ben, c'est un peu la même chose. On a de ce côté-là, on a la formation d'une spore réduite qui va se développer. Et à côté, on a développement d'une cellule somatique marquée avec le promoteur PVOX2, donc suggérant un destin gamétophytique. Donc, en fait, si on récapitule, en parlant de composantes et de stratégies, qu'est-ce qu'on a? Ben, on peut soit essayer de faire de la diplosporie ou de l'aposporie, par exemple. Il faut qu'on développe un embryon maternel. Il faut peut-être, si on arrive à faire déjà les 2 premières étapes, il faudra peut-être ensuite voir pour faire un développement autonome de l'albumène. Mais pour le premier cas, on n'a rien. Donc, on pourrait essayer de se tourner vers des mutants observés chez les plantes sexuées. Par exemple, il y en a des mutants de méiose comme un méiotype ou diade ou SUI, elongate ou NRF4. Donc, NRF4, c'est un mutant qui a été travaillé par Uli Gross-Niklos. Elongate, c'est lui aussi qui l'a caractérisé. Bon, tous ces mutants-là, en fait, produisent des gamètes non réduits de façon sporadique, avec des fréquences qui sont beaucoup trop basses, ou alors ne correspondent pas vraiment à de l'apomixie, puisqu'on a une phase de recombinaison et des restitutions après au cours de la deuxième division de la maison. Donc en fait, ils ne sont pas franchement intéressants pour faire des plantes apomictiques. Et en fait, l'avancée majeure qu'il y a eu au cours des 10 dernières années, c'est la génération d'un mutant qui s'appelle Mimé par Raphaël Mercier, l'équipe de Raphaël Mercier quand il était à Versailles. Mimé pour mitosis instead of meiosis. dont on va parler juste après. En ce qui concerne le développement d'embryons maternels, bon, on a vu que la parthénogénèse, c'était assez efficace. Il y a des stratégies qui sont basées sur l'élimination du génome paternel, un peu, pas un peu, mais ce que font les haploïd inducers, par exemple, donc les fameuses toxis de maïs et autres, dont les gènes ont été clonés. Mais c'est pareil, on a des taux de réussite et des effets secondaires, on va dire, qui sont trop importants et qui sortent carrément des standards qu'on voudrait atteindre pour des plantes cultivées. De même que la stratégie GEMLANG,
qui est basé développé par Simon Chan pour qui concerne la modification des centromères via les CNH3, qui permet l'élimination du génome mâle, mais pareil, qui induit un certain nombre d'effets secondaires, notamment aneuploïdie et stérilité, qui sont carrément pas souhaitables. En ce qui concerne le développement autonome de l'albumène, bon, on n'a pas grand-chose. Chez les apomictiques, on a le gène ORC3 ou une copie du gène ORC3 chez Patholoom simplex qui serait impliqué dans la dérégulation de ce fameux contrôle du ratio génomique de M1P. Ça a été publié récemment par un groupe italien. Et puis, il y a l'ensemble des mutants des espèces modèles sexuées, les FIS, les Fertilization Independent Seeds ou endospermes, MSI1, qui sont des mutants qui effectivement permettent d'induire du développement autonome de l'albumène, mais qui sont quand même très loin de ce qu'on souhaiterait avoir pour faire une variété, pour l'utilisation d'amélioration des plantes à l'agriculture. Donc, je vais vous parler du développement des systèmes MIM, où en fait, c'est été développé par l'équipe de Raphaël Mercier, où l'idée, comme on connaît maintenant bien la méiose, enfin, suffisamment bien, on va dire, on peut juste en appliquant, en bloquant certaines étapes, envisager de produire à partir d'une cellule qui allait rentrer en méiose, de produire une mitose. Et donc, c'est ce qui se passe chez les mutants MIM, où en inhibant à la fois la formation des crossing over, puis l'appariement des chromosomes homologues, puis la seconde division de la méiose, on est capable de passer, de faire de l'apoméiose, c'est-à-dire de former des dyades qui vont contenir donc deux cellules, mais deux cellules non réduites, et qui sont capables, en plus, d'engager le programme gamétophytique gamétogénèse. Donc, cette stratégie a été développée chez Arabidopsis, ça marche. Là, vous avez un extrait de la publication de 2009, où on a des plantes d'Arabidopsis dont les niveaux de ploïdie augmentent, puisqu'on affecte à la fois les gamètes mâles et femelles. Ce qui est intéressant dans la stratégie, c'est que les fonctions qui sont impliquées sont fortement conservées chez tous les organismes, donc a fortiori chez les plantes. Donc on peut imaginer des possibilités de transfert aux autres espèces, ce qui a été le cas, ce qui a fonctionné chez le riz, comme ça peut être montré avec les travaux de Delphine Miolet. Il suffit juste peut-être d'affiner et d'identifier les bons homologues en fonction des espèces, mais en tout cas, on peut envisager un transfert aux autres espèces. Et finalement, au départ, les mutations, il fallait combiner les trois mutations ensemble, ce qui était un gros travail. Maintenant, on peut, grâce à la nouvelle technologie CRISPR-Cas9, on peut obtenir les combinaisons alléliques d'intérêt quasiment directement, ce qui facilite grandement la formation des plantes, le développement du système MIM. Donc, on a un système MIM qui a l'air assez robuste, puisque les gamètes mâles et femelles sont affectés, et on a des taux qui sont très élevés, puisqu'on approche les 100% de non-réduction. Donc, déjà, en combinant un système MIM avec de la parthénogénèse, on produit de l'apomixie synthétique. Ça a été fait chez Arabidopsis thaliana en combinant MIM, alors pas avec de la parthénogénèse, mais le proof of concept, il était là, avec le système GEM, donc basé sur CNH3, c'était en 2011, avec des taux de reproduction clonale d'apomixie élevés, mais pas super élevés, autour de 30%. Comme je disais, probablement l'utilisation du MIM et d'autres imperfections, du système GEM et d'autres imperfections. On a des descendances de nombreux cas de l'aneuploïdie, une forte stérilité, et
Et donc après, on est passé une fois qu'on avait ce proof of concept, on est passé au transfert chez les monocotes, enfin chez les céréales, pour lesquels on a aussi pu identifier les 3 gènes d'intérêt, chez le maïs et chez le riz. Bon, après, peut y avoir des ajustements en fonction des gènes qui sont utilisés. Mais globalement, chez le maïs, ça a été fait avec le système MIM et un système dérivé des haploïdes-inducteurs avec le matrilinéa, le gène MTL, où ils ont pu montrer qu'il y avait une apomixie d'environ 10% et une forte stérilité. Et chez le riz, pareil, différentes tentatives, la dernière étant des niveaux d'apomixie très élevés, puisqu'on peut monter jusqu'à pas loin de 100% des descendances qui sont clonales. Notamment, c'est le travail qui a été fait, au CIRAD et avec Raphaël et Sunda. Et donc, en utilisant le gène BabyBoom1 exprimé sous un promoteur de cellules, enfin de gamètes femelles, et une combinaison de gènes PER, REC8 et OSD1 pour mimer. La combinaison, le fait d'utiliser un système CRISPR où on peut combiner dans une seule cassette les 3 mutations, euh, quand même intéressant. Donc au fait, on sait créer de l'apomixie, on sait comment faire pour créer de l'apomixie synthétique. L'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est de savoir et de comprendre, de s'affranchir des problèmes de stérilité, enfin d'effets secondaires, on va dire, et notamment de stérilité des plantes pour permettre d'atteindre des standards nécessaires à l'agriculture. Donc en conclusion, donc l'apomixie, ben, c'est une convergence évolutive, hein, probablement. Il y a une diversité de mécanismes mis en jeu euh, pour son émergence à partir des formes sexuées, que c'est difficile d'identifier un système qui serait mieux qu'un autre. Bien que nos connaissances aient augmenté au cours de la dernière décennie, on a quand même encore des grosses lacunes pour comprendre ce caractère. La partie parthénogénèse semble être réglée. Par contre, la première étape qui constitue la formation des gamètes non réduits, on a encore finalement peu d'idées sur les mécanismes qui sont mis en jeu chez les plantes apomictiques. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a besoin que 2 composantes a priori, hein, pour induire une reproduction clonale de novo chez les plantes. On a des systèmes de parthénogénèse, on a des systèmes mimés. Les points noirs de l'histoire, c'est que peut-être il nous faudrait une simplification de ce système, parce que c'est quand même un système à 3 composantes, 3 gènes dont on veut s'affranchir de la fonction, ce qui n'est pas forcément simple à gérer, même si la technologie CRISPR-Cas9 est intéressante. Elle a quand même aussi quelques effets secondaires qui peuvent être gênants. Elle n'est pas forcément utilisable chez toutes les espèces. Donc on pourrait imaginer et rêver d'avoir un seul gène pour la formation de sacs embryonnaires non réduits. Peut-être que les travaux de Fandix sur VPS13 apporteront des réponses, ou d'autres d'ailleurs, je ne sais rien. Il faut quand même un certain nombre d'ajustements pour pallier aux problèmes de stérilité qu'on observe. Donc ça peut se faire peut-être via déjà étudier l'origine de cette stérilité. Est-ce que c'est lié à un développement d'albumène? Est-ce que c'est lié à des problèmes avec, par exemple, les promoteurs exprimés dans la cellule œuf? Est-ce qu'ils ne sont pas liquides? Bon, je ne sais pas. Donc, ça, en tout cas, ils sont nécessaires pour atteindre des standards pour l'agriculture. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que le système fonctionne parfaitement au niveau diploïde.
assez intéressant. Je ne sais pas si on devra, ce qui se passera avec le développement autonome de l'albumène. Pour l'instant, on a très peu de voies possibles d'amélioration. Et les deux derniers points sont plus liés à des histoires de, comment dire, même si les travaux ont montré qu'à la fois chez des apomictiques, chez Eracium, et aussi au cours des premières générations de riz apomictiques qui ont été produites, qu'on aurait une stabilité des phénotypes au cours des générations, en reproduction clonale. Donc, il faudra quand même bien le vérifier dans des conditions d'agriculture et au champ. L'expérience que nous, on avait au Mexique avec nos plantes apomictiques, les hybrides maïs Tripsacum apomictiques, c'est qu'on avait quand même des problèmes d'instabilité phénotypique, notamment sur des caractères tels que le tallage, la floraison et la stérilité des plantes, qui affectaient environ 15% des descendances. Là, je l'ai représenté de façon plus graphique, où ces deux épis sont issus au fait sont des clones. Donc, il y en a un qui est vert et un qui est rouge. Ça rappelle les paramutations chez le maïs, c'est sympa, mais c'est quand même des clones génétiques. Ça rappelle aussi les problèmes de clonage qui ont pu être montrés chez les animaux, comme ces deux souris qui sont des clones et qui ne se ressemblent pas vraiment. Au-delà de l'instabilité phénotypique, on a aussi peut-être des problèmes d'instabilité génomique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer au niveau du génome quand on va passer des générations de reproduction clonale. Là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'idées. Bon, et finalement, l'apomixie synthétique, pour l'instant, autrement que via des approches de transgénèse, c'est pas vraiment envisageable. On pourrait, si on avait pour chaque composante un mutant, on pourrait imaginer des mutants naturels, on va dire. Mais pour l'instant, on en est bien loin. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'acceptation sociale du caractère? Donc, ben, je vais terminer là et je vous remercie pour votre attention. Merci Olivier pour cette présentation et qui a généré un certain nombre de questions. Je vais les prendre dans l'ordre de la réception. Excusez-moi, je voulais juste, Pardon. j'ai oublié de remercier les collaborateurs principaux, c'est bien en Europe qu'en Argentine et au Mexique, mais surtout, je voulais remercier les gens de l'équipe à l'IRD et avec une pensée particulière pour Daniel Grimanelli qui malheureusement a dû nous quitter pour des raisons de santé. Il n'est plus dans l'équipe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et merci Olivier. Donc voilà, si on passe aux questions, là. Bon, la première qui était arrivée, c'était une question de Marion Gaillard sur le processus de parthénogénèse. Et la question, c'était, y a-t-il pollinisation pour induire le signal pour l'embryogénèse ou est-ce spontané? Ah, alors ça, c'est une bonne question. L'embryo, enfin, ça dépend ce qu'on appelle l'embryogénèse. La formation de l'embryon est spontanée. D'accord? Par contre, nous, ce qu'on voyait, mais après, l'embryon, comme j'ai dit, c'est un embryon qui va, enfin, plutôt la cellule, le gamète qui va se diviser, un petit nombre de divisions et former un pro-embryon. Et cet embryon est quiescent. En fait, ce qu'on avait vu chez les plantes de Tripsacum, qu'on n'a jamais vraiment exploité, c'est peut-être dommage, mais ce qu'on avait vu, c'est que cet embryon était quiescent jusque bien après la fécondation. Donc, chez Tripsacum, il y a pseudogamie, donc il y a besoin d'une fécondation pour former un albumène, voilà, un albumène et une graine viable. Mais par contre, l'embryon ne reprenait sa croissance qu'à partir du moment où l'albumène s'était cellularisé. Donc en fait, la réponse à la question est chez Tripsacum, probablement oui. Et s'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de développement. Il y a un pro-embryon, mais il n'y a pas d'embryon. Donc la réponse est probablement oui, il y a besoin de la fécondation, mais avec un effet retard, parce qu'on a besoin de la formation d'un albumène, et qu'il est, enfin, chez Tripsacum, c'est vraiment l'étape de cellularisation qui était importante pour voir une reprise du développement du pro-embryon en embryon.
On peut aussi dire que chez les plantes apomictiques qui sont à développement autonome, en tout cas qui sont vendues comme telles, on va dire, au fait, effectivement, c'est des astéracées. En général, il y a des capitules, il y a des milliers de fleurs. On arrive à avoir quelques graines qui vont se développer de façon clonale apomictique et former des graines. Mais quand on féconde, on n'a pas quelques graines, on a des milliers de graines qui se développent de façon apomictique, donc avec fécondation de la cellule centrale pour former un albumine. Ok, merci. J'espère avoir répondu. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a besoin d'avoir, il y a un développement spontané du pré-embryon, mais après, il y a besoin d'une forme de resynchronisation des développements embryonnaires et de l'albumine pour qu'il y ait reprise du développement de l'embryon. Après, on a un groupe de questions sur le système MIM. Voilà. Donc, en particulier de Mimia Taleb, donc il en a posé plusieurs successives. Alors, la première, c'est plutôt un commentaire. Pour MIM, j'aime bien, mais il faut juste inhiber 3 allèles. Voilà. Et la question d'après, c'est plus sérieusement, il s'agit d'un nouveau paradigme à adopter par rapport au système actuel. Et la question, c'est comment convaincre les semenciers d'aller vers cette voie alors que tout leur système est basé sur la production d'hybrides et surtout sur la protection des lignées parentales. Le premier point, oui, je l'ai mentionné, hein, c'est trois gènes, donc il est plus difficile à gérer que un. Même si maintenant, les outils de transformation qu'on a avec les CRISPR et les nouvelles, voire d'autres approches encore plus raffinées, peuvent permettre de pallier à ce problème. La deuxième question sur comment convaincre les améliorateurs, si on arrive facilement à transformer des plantes, donc en gros, en imaginant que n'importe quel hybride puisse être transformé, que ce soit de riz, de blé, de tout ce qu'on veut, de maïs, eh ben, on transforme l'hybride avec le système MIM parthénogenèse efficace et on obtient directement une variété. Donc, ça veut dire qu'à pour chaque nouvel hybride, il faudrait rajouter cette étape de transformation. Après, incorporer dans les schémas d'amélioration des éléments qui permettraient d'utiliser la reproduction clonale avec des choses un peu rusées. Ça, je sais pas trop comment les améliorateurs voudraient faire. En tout cas, l'hypothèse que dans un premier temps, n'importe quelle variété hybride vraiment d'intérêt puisse être transformée en une variété apomictique grâce à la fois à l'évolution comment on dit, des techniques de transgénèse et l'amélioration des systèmes MIM et de parthénogenèse, c'est envisageable. Pas complètement déraisonnable, on va dire, vu le lien. OK. Et juste avant de passer à la question suivante, là, il y a un petit message d'Yvette là, qui demande que si vous pouvez arrêter le partage. Ça, on récupérera l'écran. Voilà, merci. Comme ça, tout le monde peut vous voir plus facilement. Il n'est pas arrêté pour moi, mais bon. OK. Toujours une question de Mimia Taleb. Là, que se passe-t-il aux générations suivantes pour ces plantes, pour les plantes modifiées? Mais je crois que vous avez déjà un peu répondu à la question dans la conclusion. Que se passe-t-il pour les plantes? Oui, aux générations suivantes. J'imagine que la question, c'est est-ce que le phénotype est maintenu ou est-ce qu'il est perdu? Le phénotype est maintenu. Ouais. D'accord. OK. Et Bon, non, là, allez-y. pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de générations qui ont été faites, hein, mais apparemment, le phénotype se maintient. D'accord. Il y a une question de Pierre Sourdi, toujours sur MIM, sur les mutants MIM. Alors, le problème des mutants MIM, c'est leur récessivité. Est-ce qu'il y a des recherches pour identifier des allèles dominants? Pour l'instant, les allèles dominants dont on dispose, par exemple, le mutant AGO104 de maïs, c'est un allèle dominant, puisqu'il était identifié comme DNR, Dominant Non-Reduction. Il n'est pas assez efficace, on va dire, pour
pour être utilisé faire de l'apomixie synthétique. Donc oui, effectivement, pareil, le gène NRF4, ah non, il est récessif, pardon. Il y a effectivement peut-être un certain nombre de gènes dominants possibles. Je ne sais pas si DIP, une fois qu'ils auront identifié comment ça marche, on pourra l'utiliser de façon dominante. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de... effectivement, il y a des gens qui doivent chercher, mais on n'a pas de solution. La solution la plus évidente, c'est d'utiliser un système MIM. Les solutions naturelles, on voit bien chez toutes les recherches qui ont été faites quand même chez les apomictiques depuis les années 2000, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années où on a quand même de plus en plus de données moléculaires, cellulaires sur la reproduction apomictique. Cette première étape reste quand même extrêmement mystérieuse, quoi. Donc pour l'instant, il faut en passer par un système comme le système MIM et effectivement se reposer sur 3 mutants. D'accord. Question suivante de Marion Gaillard. Voilà. Pourquoi l'introduction de l'apomixie via des croisements entre espèces apparentées ne fonctionne pas? Ça, si je savais. Bon, au fait, bon, pour l'instant, on n'a aucune idée. Nous, tout ce qu'on a été capable de faire, c'est de produire des plantes qui, en gros, combinaient un génome apomictique et deux, pour être précis, deux à autour de 6-7 chromosomes, dont l'un de ces chromosomes était le chromosome identifié comme étant celui responsable de l'apomixie chez Trypsacum. Okay, donc, ces lignées d'addition maïs-Trypsacum qui contenaient le chromosome lié à l'apomixie n'ont jamais exprimé l'apomixie. Donc, deux solutions. Soit on avait perdu un facteur sur un des autres chromosomes qui n'était pas transmis, qui n'était pas co-transmis, on va dire. Et donc, on ne risquait pas de retrouver le phénotype, un ou plusieurs facteurs d'ailleurs, le phénotype apomictique. En fait, ça, on s'en est un peu affranchi parce que on était capable par ailleurs de produire, au cours de ce programme de transfert, on était capable de produire plein de choses, mais notamment des plantes qui avaient des drôles de constitution chromosomique. Et on s'est aperçu que quand on transmettait par des gamètes non réduits, mais qui avaient subi des pertes chromosomiques, ce qui arrive quand même chez beaucoup de plantes apomictiques, c'est-à-dire qu'on s'attend à une reproduction clonale, mais de façon assez fréquente, il y a toujours des descendances qui perdent des chromosomes. Eh bien, on s'est rendu compte qu'au fait, ce chromosome tout seul, quand on le transmettait via une reproduction asexuée, était capable de générer de l'apomixie. Par contre, dès qu'on le transmet via reproduction sexuée, ce qu'on est un peu obligé de faire, on fait un programme de transfert, donc on utilise des plantes apomictiques comme mâles au départ, parce que c'est comme ça qu'on peut transmettre l'apomixie, ou alors on est obligé d'utiliser l'apomixie résiduelle via la femelle, ce qui est compliqué. Mais quand on le transmet de façon sexuée, qui est la seule façon d'avancer le programme de backcross, puisque l'apomixie, ça le bloque, on perd à un moment donné l'apomixie. Donc le pourquoi, j'en sais rien, composante épigénétique ou pas, aucune idée. Les problèmes de... Donc là, il semblerait qu'on soit capable de transmettre les facteurs génétiques responsables de l'apomixie, mais on perd le phénotype. Ça suggère peut-être des régulations un peu compliquées. Dans le programme de Peggy, ils ont des gros problèmes aussi de stérilité des plantes. Et aussi, je crois, à un certain moment du transfert, de perte du phénotype inexpliqué. Et le programme de transfert au blé à partir des limus a assez rapidement échoué, puisque je crois qu'ils ont eu du mal à passer les premières étapes des générations d'hybrides F1 entre les Elinus et donc en fait, on n'a pas de... Enfin, moi, je n'ai pas d'explication satisfaisante au fait qu'à un moment donné, on se trouve bloqué dans le transfert.
Si ce Ok. n'est que la reproduction sexuée pourrait, reproduction sexuée côté, ouais, la reproduction sexuée, on va dire, pourrait peut-être affecter, dans certains cas, la transmission caractère. Ok. Question de Pasquale Pérez. Alors, d'abord, merci Olivier pour cette revue très complète. Et la question c'est, peut-on aujourd'hui vraiment envisager un système utilisable chez les espèces cultivées sans transgènes maintenus dans le système? Euh, Sans transgène maintenu dans le système, parce qu'on est dans un système apomictique, donc dès qu'on introduit un transgène, on le maintient. J'imagine que c'est ça il y a derrière. Ben, au fait, je ne sais pas. Ok. Je pense pas, mais j'y ai pas réfléchi peut-être suffisamment. Sauf à utiliser des allèles qui soient des allèles naturels. Mm. Mais si on doit passer par un système de transgénèse, ou alors avec des techniques de transformation qui permettent d'éliminer les par exemple, comme par injection du système CRISPR, et pas par introduction du système, je ne sais pas. D'accord. Une question de Thierry Hardy. Est-ce que chez les plantes aux variétés apomictiques, l'apomixie est automatique et obligatoire, ou est-ce un processus régulé par l'environnement ou autre, et que les plantes apomictiques pourraient aussi avoir une reproduction sexuée classique? Alors, ouais, donc chez les plantes apomictiques, il y a un peu de tout. Donc, il y a des plantes qui ont des descendances 100% clonales, quasi 100% clonales. Et il y a des plantes qui ont des descendances où la reproduction sexuée est beaucoup plus importante. Donc, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, majoritairement de reproduction sexuée. Donc en fait, oui, beaucoup de plantes apomictiques se reproduisent par une apomixie qui est facultative, donc il y a un niveau de sexualité résiduelle derrière qui, qui existe. Euh, alors il n'y a pas beaucoup je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont clairement intéressées, d'ailleurs c'est bizarre, à savoir si le taux d'apomixie varierait en fonction, par exemple, des conditions environnementales, qui serait assez simple à faire finalement, mettre en collection des plantes apomictiques sous différentes latitudes, par exemple, et regarder si ça a un effet sur l'expression de l'apomixie. Ce que je peux dire, c'est que nous, les plantes qu'on avait en collection au CIMIT et qui ont été déplacées euh, dans d'autres conditions environnementales, maintenaient les niveaux d'apomixie qu'on avait observés dans la collection. On n'avait pas de variation franchement importante avec les conditions d'environnement. Par contre, on observait des variations très importantes, notamment au niveau de la parthénogénèse, quand on jouait avec les contributions génétiques. C'est-à-dire que on a pu produire des plantes qui avaient, quand on faisait varier un génome sexué, mais qui restait apomictique avec le même génome. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on prend un génome apomictique et puis on lui combine différents génomes sexués et on regarde ce qui se passe. Ça, on a pu le faire et on a pu montrer qu'il y avait des effets importants des génomes non pas sur la formation de gamètes non réduits, mais sur la parthénogénèse. En gros, on pouvait récupérer des plantes qui étaient apomictiques, mais des plantes aussi qui ne produisaient que des gamètes non réduits fécondés. On perdait complètement la deuxième composante. D'accord. Nouvelle question de Nina Taleb. Y a-t-il un rapport avec les systèmes de gamètes non réduits bien décrits chez la pomme de terre, c'est-à-dire FDR et SDA? Non. En tout cas, on n'a jamais retrouvé chez les plantes apomictiques les systèmes qu'il y a effectivement chez les solanacées
pour les EDR et SDR. D'accord. Georges, j'ai l'impression oui, la liaison avec Olivier, là, c'est figé. Oui, on a perdu Olivier. Je pense aussi que d'ici quelques minutes, il faudra arrêter parce qu'il y a beaucoup de questions. Par contre, on pourra les transmettre à Ah, je pense Olivier. Et parce que là, je crois qu'on le récupérera. Peut-être pas. Je pense qu'il essaie de se reconnecter, peut-être. je pense que ce qu'il faut faire, c'est lui dire qu'on enverra les Hein. questions qui a été obtenues et puis il répond aux gens qu'il connaît. Ouais. On va voir il arrive à se reconnecter ou pas. J'ai l'impression que non, là, que c'est. Ce que je propose, compte tenu qu'on a quand même traité les questions, c'est qu'on prend les questions que vous avez envoyées et on lui transmet et on verra si éventuellement on peut mettre les réponses aux questions simples sur le site web dans quelques jours, d'ici une quinzaine de jours. Hein, Yvette, on peut faire ça? Oui, oui, on peut faire ça. Il faut Hmm. simplement dire à nos interlocuteurs que nous gardons pendant ce temps-là leurs adresses mail. Oui. Hmm. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir participé à ce séminaire sur l'apomixie. Bon, je pense que on peut dire on est quand même encore loin des applications et des semences apomictiques au champ sur des espèces qui n'ont pas l'apomixie. Je voudrais simplement signaler avant de fermer que l'on va faire un autre séminaire au mois de décembre, probablement le 14 décembre, sur un autre sujet traitant plus des relations avec la société vis-à-vis des OGM. Et d'ici une quinzaine de jours, vous pourrez voir sur le site l'information sur ce séminaire. Merci encore et bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir, merci.